Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au dernier cercle de presse avant l'été. Et ce matin, on vous gâte. On reçoit le Zoo sauvage de Saint-Félicien. Donc, ça va bien amorcer la saison estivale, je pense. Donc, Mme Lorraine Gagnon, directrice générale du Zoo, et M. Régent Lavoie, président du conseil d'administration. Je pense que c'est votre première au cercle de presse. C'est ma première, effectivement, au cercle de presse, oui. Voilà, donc un beau baptême ce matin. Alors, on va débuter avec une petite présentation, donc, parce que vous venez d'adopter votre nouveau plan stratégique de développement. Et puis ensuite, on va passer à la période de questions. Donc, pour les journalistes, vous n'aurez qu'à vous présenter au podium pour les questions et à vous présenter avec votre nom et votre média. Alors, M. Lavoie, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. La dernière visite des représentants du Centre de conservation de la biodiversité boréale remonte effectivement à 4 ans. Et nous sommes extrêmement fiers ce matin de venir vous rencontrer. On vous remercie également de votre patience, puisqu'on avait déjà promis la livraison de ce plan-là quelques mois plus tôt, mais nous avons quand même pris 3-4 mois supplémentaires pour effectivement le peaufiner et effectivement d'être en mesure de vous le présenter ce matin. Le plan de développement stratégique du Centre de conservation de la biodiversité boréale, c'est un travail que nous avons amorcé il y a plus de 2 ans. Effectivement, dès le départ, nous avons lancé un appel d'offres pour se faire accompagner de consultants, tant au niveau régional qu'au niveau national. Et effectivement, c'est un regroupement de firmes de Montréal qui a remporté la palme et qui répondait à nos attentes. Les consultants, ce regroupement de consultants-là était Gagné Leclerc pour la partie stratégique, était l'UNABLU, qui est Luc Plamondon qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, et Moment Factory pour l'aspect innovation et technologie. Donc, pour réaliser ce plan-là, ce que nous avons fait, nous avons formé un comité de membres du conseil, de personnel de la direction. Bien entendu, notre directeur de la conservation et du développement, M. Danny Gagnon, le fils de M. Ghislain Gagnon, était présent sur le comité et beaucoup de ses idées, d'ailleurs, se retrouvent dans ce plan de développement-là. Par après, nous avons consulté les employés, nous avons réalisé des sondages. Nous avons peaufiné nos études et après 2 ans, donc on est en mesure de vous présenter ce plan-là ce matin. Le plan de développement totalise un coût total de 26 millions de dollars. Donc, Mme Gagnon, tantôt, vous livrera les détails de ce plan-là. Mais effectivement, ça répond à nos attentes. Excusez-moi 2 petites secondes pour rien oublier. Pour ce plan pour réaliser le montage financier de ce plan-là, effectivement, nous allons lancer une campagne de financement de 3 millions. Donc, l'objectif sera de 3 millions. Dès le départ, nous pouvons nous annoncer que cette campagne-là débutera à l'automne. Nous avons déjà contacté des coprésidents d'honneur qui sont engagés et sensibles à la nature. Et c'est avec eux que nous allons travailler à ramasser effectivement ces 3 millions de dollars. Donc, sans plus de détails, je passe la parole à Mme Gagnon, qui, elle, va vous donner ces détails-là. Allons-y, Mme Gagnon. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureuse de vous présenter le fruit de cette longue réflexion ce matin. D'entrée de jeu, vous parlez du repositionnement de notre mission. Alors, nous avons revu et réfléchi longuement par rapport à cet aspect-là pour avoir en finale une mission qui se lit comme suit: faire aimer la nature afin de la préserver. Cette mission-là pourrait très bien s'adapter aussi à d'autres jardins zoologiques internationaux, à d'autres grands parcs, puisque nous avons tous la même préoccupation, qui est de conserver, d'éduquer et d'animer le public par rapport à la faune et à la flore. Parmi les grandes orientations du plan, d'entrée de jeu, le zoo est un attrait de calibre international. L'environnement que l'on trouve au zoo, il est exceptionnel, il est unique, et nous nous basons sur ces forces-là pour se projeter dans l'avenir. Nous allons effectuer un recentrage des opérations sur le client.
Nous allons aussi mettre le client au centre vraiment de nos priorités. On veut que le zoo soit de plus en plus attractif. On veut également renforcer l'aspect familial. On veut devenir une destination significative au Québec. Nous voulons renforcer les partenariats. C'est déjà débuté cet été avec un passeport Zoo Val-Jalbert. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et bien sûr, l'objectif ultime, c'est d'augmenter l'achalandage. Alors, pour la durée du plan qui va s'échelonner sur une dizaine d'années, il y aura 3 grands chantiers principaux. Le premier va tenir à propos de la communication et du marketing. Alors, ce sont des stratégies qui sont pour l'instant confidentielles, mais en gros, nous voulons attirer des clients, nous voulons les retenir le plus longtemps possible chez nous, le plus longtemps possible aussi en région, et nous voulons répercuter, c'est-à-dire qu'on veut que ces gens-là retournent dans leur milieu, à la maison, et nous amènent un retour de clientèle aux zoo. Le deuxième chantier va toucher l'animation, la programmation, les services à la clientèle. Alors, les employés sont nos partenaires. D'ailleurs, le plan a été présenté hier soir et nous avons eu un très, très bon accueil. Leurs compétences seront mises au service des clients. Par exemple, nous allons permettre à nos gardiens animaliers de passer plus de temps avec les clients. Souvent, ce sont des choses qui sont demandées. Les horaires sont chargés pour nos travailleurs. On va tenter d'alléger ça. C'est un exemple. Et on veut que l'expérience soit la plus complète et la satisfaisante possible. Concernant le troisième chantier, probablement celui qui vous intéresse le plus, il concerne les aménagements. Alors, la première phase sera la mise en œuvre du plan. Cette mise en œuvre-là peut s'édurer sur une période de 1 an, 1 an et demi, peut-être même 2 ans. On a beaucoup de travail à faire au niveau des études, des recherches, des plans et devis, les esquisses. Alors, on doit effectuer tout ce travail-là en premier. Et dès que la partie études sera effectuée, le projet va pouvoir débuter. Et il débute à Chambord, le projet. Ce qu'on voudrait faire, bien sûr, on va parler avec M. le maire de Chambord, c'est que nous aimerions installer un élément signal imposant à l'entrée de la municipalité. Alors, imaginez un pylône électrique en forme de cervidé. Alors, tout de suite, on donne un signal au client, vous êtes en territoire de la Boréalie. Cet élément-là pourrait se retrouver en Mauricie, pourrait se retrouver aussi à la finale du parc des Laurentides. Alors, tout de suite, on veut que les gens aient un coup de cœur par rapport à leur destination, qui est le zoo de Saint-Félicien. Nous allons aussi améliorer les infrastructures d'accueil, nous allons bonifier, permettre aux gens, lors de journées de canicule, de journées de pluie, d'avoir des activités complémentaires. Nous allons aussi, comme premier habitat vedette, ajouter une immense volière, probablement la plus grande au Canada, d'une superficie de 50 par 100 mètres. Et nous allons présenter des oiseaux de proie jusqu'alors inconnus jusqu'ici, dont le grand-duc européen. La passerelle sera située juste à côté du pavillon d'accueil, côté sud de la rivière, une passerelle intérieure, une passerelle extérieure. Bref, on veut une passerelle tout à fait spectaculaire. Nous avons pris l'orientation de miser davantage sur l'ours blanc, qui pour nous est un élément très important de notre concept. L'enclos, l'habitat, lorsqu'il était construit, était quand même assez grand, mais on se rend compte aujourd'hui que les clients en veulent encore plus et qu'on doit redonner à l'ours blanc sa place. Alors, ce que nous allons faire, c'est un habitat assez imposant qui va permettre un rapprochement des phoques avec les ours blancs. Donc, nous avons des variétés de phoques et les visiteurs vont pouvoir les observer d'une façon tout aussi originale que ce qu'on présente aujourd'hui. On va retrouver des nouvelles variétés de phoques comme le phoque barbu, le phoque à capuchon. Et quand on pense à l'hiver, ce sont des espèces qui sont magnifiques pendant cette période-là. Nous allons aussi ajouter un bassin de carpe pour les petits dans le pavillon faunique Ghislain-Gagnon qui sera reconstruit. Le carcajou, qui est un animal extraordinaire, mythique, légendaire, nous allons lui redonner un habitat à la hauteur de sa réputation. L'habitat sera circulaire. Nous aurons également une maternité pour les mises bas pour les programmes de recherche. Encore là, l'hiver, le carcajou, c'est un animal à découvrir. Pour les familles, nous avons une belle réflexion par rapport à l'aspect familial. Nous allons créer un espace famille avec un esplanade centrale, un point de rencontre familial. Nous allons ajouter des nouveaux jeux d'eau. Nous allons présenter une pouponnière. Chaque printemps amène son lot de bébés. On en a vu quelques-uns, M. le Président, hier soir, très, très mignons. Une mini-salle de chirurgie également. Nous allons permettre à notre équipe de vétérinaires, de techniciens en santé animale d'effectuer des petites interventions dans une salle qui sera accessible aux petites familles. Et toutes les sections du zoo, tous les grands habitats vont dorénavant présenter des jeux pour les enfants en lien avec la section avec l'animal.
Et les Sentiers de la Nature, c'est notre carte de visite depuis le tout début, en 72. J'ai développé le marché international au début des années 90. C'était un élément très fort. D'ailleurs, je veux saluer l'implication de M. Denis Lebel à l'époque. Nous partions avec nos valises, nos cassettes VHS, à aller conquérir les marchés. On se rend compte que les Sentiers de la Nature ont manqué d'amour au cours des dernières années. On a beaucoup développé la partie pédestre. On a peut-être un peu négligé cet aspect-là. Alors, nous allons leur redonner cet amour-là manqué. Nous allons revoir les bâtiments. Nous allons ramener l'animation. Aussi, dans les sites historiques, nous allons en avoir davantage. La flore sera également revitalisée, nouvelle végétation. À l'intérieur du pain sur la planche. Hein? Oui, on en a pour 10 ans. Je n'étais pas terminée. Les visiteurs qui veulent pousser un peu plus loin l'aventure, plusieurs d'entre vous doivent connaître le forfait Dormir avec les caribous. C'est un forfait vedette qui affiche complet d'année après année, qui permet à des visiteurs de dormir, d'avoir une aventure un peu plus privée, intime. Alors, nous allons permettre à des petites familles d'effectuer une randonnée pédestre d'une durée de 3 heures dans une nouvelle section. Et une harde de caribous sera présente. Alors, tout ça se fera en toute sécurité. On veut tester en même temps l'attrait des familles pour ce genre d'activité-là en nature. Ça va se faire au cours de la première phase. Et maintenant, je vous amène dans la deuxième phase de développement. Notre restaurant, il a été construit dans les années 80. On est très conscient que lui aussi a peut-être manqué un peu d'amour. Nous allons le refaire totalement. Il jouit d'un emplacement magnifique au bord de la rivière. Nous allons installer une nouvelle terrasse. La clientèle étant vieillissante, nous allons ajouter un système de navettes sur le site. Alors, du pavillon d'accueil au pavillon phonique vers la gare, permettre aux gens à mobilité réduite et leurs familles de pouvoir se déplacer. Des sentiers seront aussi sécurisés pour ces navettes-là. Une toute nouvelle section va se présenter dans la phase 2, qui est une interprétation de la flore, mais de façon géante. Alors, pour les enfants, nous allons présenter de façon gigantesque la flore de chez nous, la fougère, le pissenlit, la marguerite, tout ça au moyen de jeux, d'apprentissage. Ce sera une section magique, spectaculaire, qui devrait plaire aux enfants et aux petites familles. L'habitat des mouflons et des chèvres, celui qui est juste avant la montagne, lorsque vous dirigez dans les Sentiers de la Nature, nous allons agrandir de façon importante cet habitat-là. Nous allons créer un mur d'enrochement. Le mur d'enrochement va servir de grotte aux visiteurs pour se déplacer vers la montagne. Alors, les chèvres et mouflons vont profiter d'un environnement exceptionnel, d'un enrochement comme on peut retrouver ailleurs dans leur pays d'origine. Nous allons également revoir le spectacle multisensoriel. Il date d'environ une dizaine d'années et on sait que la technologie, tout va rapidement. On va revoir les effets spéciaux. On sait que nos salles sont encore à un niveau très, 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 très fort. Nous voulons aussi en soirée ajouter une nouvelle activité technologique qui est un spectacle multimédia, un zoo la nuit. Alors, nous allons utiliser les filets des volières, nous allons utiliser les bâtiments, nous allons utiliser les enrochements, la rivière pour créer un spectacle multimédia pour les petites familles. Dans le secteur de Saint-Félicien, les activités en soirée sont assez limitées, les gens en demandent. Alors, dans la deuxième phase du plan de développement, ce projet-là va prendre vie. Nous allons ajouter un peu partout des aires de repos artistiques. On sait que souvent, quand il pleut, quand il fait chaud, il y a des sections qui sont plus chaudes que d'autres. On va permettre aux gens de prendre une petite pause, de pouvoir se reposer. Nous allons enrichir notre programme d'animation et bien sûr, nous allons toujours continuer de focusser sur l'entraînement et l'enrichissement de nos animaux. Nous avons une personne presque à temps complet qui s'occupe de nos animaux, qui s'occupe de les divertir. Par exemple, on a une personne qui va faire de l'enrichissement qui va permettre à la vétérinaire d'effectuer une inspection visuelle. Le tigre va lever la patte, va ouvrir la gueule, va se coucher par terre. Ça ne se fait pas devant le public, mais ce sont des outils pour nous permettre de mieux travailler. Pour nous, les soins des animaux, la santé de nos animaux, la médecine préventive, la médecine curative, c'est quelque chose d'important. Et c'est un peu pour cette raison qu'on a conservé notre créneau de la Boréalie qui nous permet de présenter nos animaux dans un contexte naturel 12 mois par année. Des quartiers d'hiver, on en avait dans le passé. C'est pas ce qu'on veut faire vivre à nos animaux. D'avoir une girafe avec une épinette, avec un bouleau, ça peut être intéressant, mais lorsqu'en octobre vient le moment de l'entrée dans son quartier d'hiver pour l'hiver, je vous avoue que c'est triste. Et pour les gardiens qui s'occupent et qui aiment les animaux, c'est très, très difficile. Et également, nous allons offrir pendant toutes ces années un programme de formation continue à notre personnel. Si on veut leur demander d'être plus présents avec les clients, d'être plus actifs, alors il y a de la formation qui va s'ajouter pendant tout ce temps-là.
Je vais aussi vous glisser quelques mots sur les retombées. Vous avez dans vos pochettes une étude qui a été réalisée dernièrement. Au zoo, 75 familles gagnent leur vie. C'est autant d'étudiants qui travaillent durant l'été. Nous avons signé ce printemps avec la CSD notre convention collective qui a été acceptée à 93 %. Je veux saluer le leadership de la présidente, Mme Hélène Anger. Le projet va permettre de créer environ 10 emplois. Les retombées du zoo, ça équivaut aux emplois qui sont rendus à Port-Cartier cette semaine. 326 emplois directs et indirects. Qu'est-ce que le zoo apporte dans la région? C'est 326 emplois. Les retombées annuelles sont de 28 millions. À la fin du projet, on les évalue à 44 millions. Et peut-être, je voudrais revenir sur, c'est rare qu'on le fait, mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de le faire, sur le drame qui nous a touchés en 2013 à propos des tigres. Le mois dernier, nous avons reçu un inspecteur de l'ASAC, notre accréditation. Vous avez également dans vos pochettes un texte qui décrit quel est ce genre d'organisation, quelle est sa mission. Et l'inspecteur, c'est un spécialiste en félin qui a 35 ans d'expérience, a inspecté l'habitat et nous a confirmé que nous avions l'habitat le plus sécuritaire du Canada. Donc, au prochain congrès canadien des zoos, nous serons appelés à venir témoigner, à venir présenter nos concepts de sécurité. Ça, on en est très, très fiers. On veut communiquer, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu la mauvaise nouvelle, il y a eu la période là, de rétablissement de notre gardien, et ça, c'est pour nous quelque chose qu'on veut vous partager. Le zoo est la traite la plus fréquentée de la région, c'est la locomotive. La locomotive, elle a besoin d'essence. Ça veut continuer d'avancer, elle a besoin d'essence. On veut également demeurer le leader dans le domaine des jardins zoologiques, dans le domaine des zoos. Ce qu'on fait présentement, le plan qu'on propose aujourd'hui nous amène encore plus loin. Je l'ai dit tantôt, je le répète, on est membre de l'Association canadienne des zoos. Et lorsque le zoo sauvage, c'est toute l'industrie qui a la grippe. Ou l'inverse. Alors, ça complète ma présentation. Cette semaine, 125 travailleurs, j'ai vérifié le système de paie hier, nous étions déjà 125 à l'emploi, fin prêt à accueillir les touristes. Bien, écoutez, c'est tout qu'un plan. On ne sait pas trop quoi en retenir, tellement il y a de choses que vous voulez mettre en place. J'aimerais savoir d'entrée de jeu, parce que, il y a eu les événements avec les tigres, il y a eu le décès de votre fondateur récemment. On parle aussi beaucoup du zoo de Falardeau qui prend peut-être une part de votre clientèle. Les dernières statistiques d'achalandage, ça ressemblait à quoi pour le zoo pour les dernières années? C'est clair que depuis quelques années, le zoo est en baisse, et je pense pas que la région soit en hausse également, parce qu'on est un peu le baromètre. Nous avons remarqué une baisse de l'achalandage de la clientèle régionale. Vous vous rappelez qu'en 2002, 19 000 personnes de la région visitaient le zoo. En 2010, ce nombre-là est allé à 80 000. En 2013, environ 44 000. Moi, je crois qu'on est peut-être en train de revenir à des moyennes de visiteurs régionaux. Est-ce qu'on a eu une survisite à l'occasion du 10e anniversaire, à l'occasion des ours blancs, du 50e anniversaire, à l'occasion de l'ouverture de la Mongolie? C'est peut-être un de ces facteurs, mais il est clair que notre place dans la région, on veut la garder. On est là pour rester. 54 années, plus d'un demi-siècle d'expérience, d'expertise, de connaissances. On veut profiter de tout ça. Et le plan, de la façon dont il a été développé, justement, est-ce que c'était pour marquer encore plus cette différence-là par rapport aux zoos de Falardeau et montrer vraiment la proportion internationale du exact. Zoo La seule chose qui nous unit avec l'autre organisation, c'est que nous avons le même type de permis. Et pour le reste, nous avons notre créneau, nous sommes authentiques, puis je vous dirais que la compétition, elle est au-delà de ça. Quand j'ai entendu ce matin à la radio l'essence à 1,53 $ à Montréal, ça pour nous, c'est de la compétition. Les problèmes qu'on peut vivre avec le taux de change, ça, c'est de la compétition. Nous, c'est une organisation internationale. La clientèle se divise en 3 parties presque égales, la région, le Québec et le reste de l'international. Si les Québécois décident de quitter pour des destinations au soleil, tout le monde va en souffrir. Nous, on va en souffrir, mais également toute l'industrie touristique va en souffrir. Le centre de conservation, c'est plus qu'un zoo. Hein. Le centre de conservation, c'est là où on fait de la recherche, on fait du transfert de connaissances. Et effectivement, on est en lien avec on joue dans la cour des grands. Donc, effectivement, il faut continuer dans cette voie-là. On va commencer avec les questions. Marc Saint-Hilaire du Quotidien. Madame Gagnon, monsieur, bonjour. Alors, ma question est la suivante.
On parle de déploiement international, on parle du caractère international du zoo de Saint-Félicien. Comment on compte pousser plus loin la sollicitation de cette clientèle internationale-là? Je veux dire, au-delà d'aller chercher la personne à Montréal qui va peut-être opter pour Saint-Félicien versus Granby, aller chercher la personne de Québec, comment on va aller chercher les personnes en Ontario, aux États-Unis et même de l'autre côté de l'océan? Tout ça fait partie de la stratégie du chantier 1. C'est ça qu'il y a des stratégies qu'on veut garder confidentielles. Mais maintenant, le client est beaucoup plus près qu'il l'était il y a une dizaine d'années avec l'arrivée du numérique. On veut faire un virage numérique encore plus important. Il y a des stratégies qui seront mises en place. Pour l'international, je voyais tantôt Maxime Saint-Laurent, l'ATR fait un très beau travail par rapport à cet aspect-là. Les gens de l'ATR se déplacent et nous faisons partie des plus grands circuits européens depuis plusieurs années. Encore aujourd'hui, lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on rencontre les clients, les grossistes, on est encore très, très présent. Mais ça fera partie de stratégies qui, pour l'instant, demeurent secrètes. Secret. Merci. Benoît Chevalier, de TVA. Je notais, Mme Gagnon, pouponnière, chirurgie devant public. Est-ce qu'on peut parler d'un virage un peu plus de proximité pour le zoo de Saint-Félicien, ce qui est une force là, du zoo de Falardeau? Bien, c'est un virage de proximité. La proximité, vous savez, on l'offre déjà. On l'offre déjà avec l'habitat des ours blancs, avec les fenêtres. On l'offre déjà avec l'éthique de l'amour, avec la possibilité d'avoir avec une fenêtre. On l'offre avec notre chameau Gobi, qui a un entraînement, avec la petite ferme. On l'offre à plusieurs endroits, mais on voulait faire un virage famille pour amener de la nouveauté, amener les familles à avoir de plus grandes, de nouvelles activités, en fait, que celles de la petite ferme traditionnelle. Et je vous dirais que les mini-chirurgies, ça se fait ailleurs, alors pourquoi ne pas en profiter pour partager? Les bébés animaux, ils sont déjà chez nous, on les a déjà. On va les présenter d'une façon différente, on va les regrouper et ça sera encore plus intéressant pour la clientèle. En ce cas, si vous permettez, on parle d'un vaste développement pour le zoo. Est-ce que le prix d'admission pourrait être revu à la hausse avec tous ces développements-là? Parce qu'il est quand même assez dispendieux là, pour une famille qui veut visiter le zoo. Là. C'est sûr qu'avec le temps, l'inflation, tout augmente. Il est clair qu'il peut y avoir des petits réajustements. Mais on parle de prix. Le site vous offre une visite d'une journée entière. Vous avez des salles de cinéma incluses dans le prix, vous avez une balade en train, vous avez une partie pédestre, vous avez beaucoup d'activités. Vous en avez pour une journée complète. Et nous, lorsqu'on demande à des clients qui se présentent à la billetterie, qui trouvent parfois le billet élevé, nous, on leur dit « revenez à la fin ». Et si c'est encore élevé, dites-nous-le, on va vous rencontrer. Et c'est une journée de visite. Le zoo, il faut voir l'activité comme un forfait d'une journée. Et lorsqu'on voyage un peu à l'étranger, lorsqu'on voyage à l'extérieur, on se rend compte que des visites à 20 $, là, il y en a de moins en moins. Si on veut garder notre qualité, si on veut offrir des conditions de travail intéressantes à nos employés, vous savez, nous, une accréditation syndicale veut dire conditions, veut dire emploi intéressant aussi. Si on veut garder nos travailleurs chez nous, parce que c'est un défi pour tout le monde là, dans l'industrie touristique de conserver sa main-d'œuvre performante. Au niveau des animaux, tout à l'heure, vous disiez que vous avez vu des petits bébés hier. Là. Oui, on a vu... Qu'est-ce qu'il y a de spécial cet été, justement? Ce sont des animaux qui sont voués à l'éducation. Alors, chaque printemps, on a des petits bébés qui vont servir à nos guides. Et hier, c'est drôle parce que c'est une gardienne animalière qui avait un bébé moufette avec elle. Puis elle me disait, on les aime d'amour, ils ramènent ça à la maison pour la nuit, ramènent le lendemain. Une autre gardienne avait des petits bébés corneilles. Dont elle va faire l'entraînement pour les présenter au bras devant les enfants. Moi, je dirais qu'une de nos forces, c'est l'amour de nos employés envers les animaux, envers le travail. Et ça, c'est extraordinaire et ça se sent. En tout cas, hier, c'était beau de les voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Parce que, bon, souvent, il y a eu, je sais, à un moment, les bébés chameaux, évidemment, les oursons. Mais je vous dirais que... Cet été, vous misez peut-être plus sur quels animaux? On a, en partant, là, le pavillon d'accueil présente un nouveau film 3D. Il y a des naissances un peu partout. Puis je vous dirais aussi que les naissances, on les contrôle. Parce que si on accepte 3 bébés tigres par année, 3-4 bébés par année, 3 x 3, ça fait 9. Ça fait beaucoup de monde à nourrir, ça fait beaucoup de monde à s'occuper, ça prend de la place. Alors nous, on essaie de contrôler les naissances et c'est ce qu'on fait, sauf avec l'ours blanc. Où on ne contrôle pas les naissances. Ça vous dérange pas? Ça ne nous dérange pas. Ils peuvent en faire tant qu'ils veulent. Mais il y a une belle famille d'ours noirs. Vous en avez un peu partout. Chevreuil, cermulet, chameau.
Roger Boivin? Oui. Alors, bon matin, Mme Gagnon, M. Lavoie, merci d'être avec nous. On sait que vous êtes, on vient encore d'en avoir une démonstration, un grand leader de la région et même du Québec au niveau du développement touristique avec 30 de clientèle internationale, ce qui est très élevé. C'est quand même pas facile à avoir. Mais justement, vous êtes un leader, vous développez, vous avez des stratégies efficaces. Est-ce que vous auriez des suggestions, des attentes avec la région pour accélérer ça, pour répartir ça dans la région, ça se fait déjà, mais est-ce que vous avez des pistes de collaboration ou des attentes, enfin, versus la région pour que le rayonnement régional et le vôtre soient encore plus grands sur notre création d'emplois? Je pense qu'il faut encore plus concerter nos actions. Il faut travailler plus en équipe. Souvent, on n'est pas en compétition, on est en coopétition. Moi, je pense que l'avenir, on devra travailler encore plus ensemble. Nous, on a débuté, là, j'en ai parlé tantôt un peu avec Val-Jalbert, on pourra le faire avec d'autres organisations. Il faut faire front commun, unir nos forces. On est en compétition avec... C'est le monde. Hein. La compétition, elle est vraiment à l'international. Vous en avez parlé tout à l'heure de votre gardien de zoo qui avait été blessé dans l'habitat des tigres. Comment il va? Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de lui? Il travaille à temps partiel. Il travaille quelques heures par semaine. Il est toujours en réhabilitation. Je dirais que c'est un homme qui a une force incroyable, une force de caractère incroyable. Nous, on l'a supporté du début, on le supporte encore d'ailleurs. Mais je vous dirais qu'il va quand même très, très bien, là, compte tenu des circonstances. D'être vivant, d'avoir la vie sauve, là, c'est presque miraculeux. Est-ce qu'il a gardé une peur, justement? Il est retourné voir la tigresse peu de temps après l'accident. Dès qu'il était en mesure de se déplacer avec sa conjointe, il est allé... il appelle ma fille. Il est allé voir la tigresse. C'est assez impressionnant. Benoît? Bonjour, Mme Gagnon. Ouais. Le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin, parlait sur nos ondes à la mi-avril vraiment d'une crise touristique pour le nord du lac Saint-Jean. Affirmait aussi que le zoo est un peu condamné toujours à se réinventer, à innover. J'aimerais savoir quelle part de votre annonce ce matin est en lien justement avec cette crise touristique pour permettre de ramener un flux de clientèle aux zoo de Saint-Félicien. Par rapport à une crise touristique? Par rapport à une crise touristique, c'est ce qu'affirmait le maire de Saint-Félicien. La crise, j'allais dire, effectivement, je ne suis pas certain qu'il y a une crise, mais effectivement, il y a quand même une diminution de clientèle. Ça, partout dans la région, on le reconnaît. On a rencontré effectivement l'ATR, on a rencontré la directrice générale, le président, on travaille en collaboration avec eux. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir plus de visiteurs dans la région. Vous savez, dans la région, plus on va s'unir, plus on aura de visiteurs, plus on aura des visiteurs au zoo, plus on en aura aussi ailleurs sur tous les sites de la région. Et c'est comme ça, je pense qu'on va grandir ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir à atteindre notre objectif qui est d'augmenter la clientèle au zoo sauvage de Saint-Félicien. Merci. Vicky Boutin, Radio-Canada. Bonjour. C'est un vaste plan de 26 millions de dollars que vous nous présentez ce matin. Comment est-ce que vous comptez le financer? Je vois, vous avez parlé tout à l'heure de la campagne de financement qui s'amorce. J'imagine que ça fait partie de vos solutions. Oui. Bon, effectivement, le zoo sauvage n'est pas en mauvaise situation financière. Nous avons une réserve pour le développement évaluée à environ 700 000 $. Avec les 3 millions, effectivement, qu'on va aller chercher la campagne des financements. Pour le reste, ça sera des demandes de subventions de programmes qui existent tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Vous savez, on a de très bons appuis. On est dans le comté du premier ministre, dans le comté de M. Couillard. Et au niveau fédéral, on a quand même le bras droit de M. Harper au Québec, qui est M. Denis Lebel, qui est un homme très important. Donc, avec ces deux intervenants-là qui ont toujours appuyé le zoo, et vous soyez certains qu'on va travailler au fil du temps à aller chercher le reste des argents en subvention. Bien entendu, le plan s'échelonne sur une période de 10 ans, donc le financement va s'étaler également en phases. Pour la première phase, on l'a vu, c'est une quinzaine de millions. La deuxième, c'est 11 millions. Donc, on va travailler pendant quelques années à aller chercher ce financement-là pour réaliser le plan. Et l'histoire du zoo, si vous permettez, c'était toujours de se financer, de trouver les moyens. On y est toujours arrivé. Alors, pour nous, on se lance dans ce beau projet. On y croit, mais on est assuré de trouver les argents, les appuis nécessaires. Et la campagne de financement que vous lancez, vous la lancez à l'échelle du Québec. Est-ce que vous souhaitez recueillir ce montant-là essentiellement à l'extérieur de la région? Non, pas seulement à l'extérieur. Bien entendu, la région sera sollicitée. D'ailleurs,
La région a toujours appuyé le zoo sauvage de Saint-Félicien, les municipalités. Nous sommes en étroite relation aussi avec Promotion Saguenay, une excellente collaboration aussi de la ville de Saguenay. Donc, toutes les municipalités de la région seront sollicitées aussi. Et vous parliez de président d'honneur tout à l'heure de cette campagne. Est-ce qu'ils sont déjà choisis? Des démarches sont déjà en cours, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous dévoiler les résultats. Ce sera un ou des coprésidents d'honneur. Et dès l'automne, on vous fera parvenir cette information-là. Vous vous en gardez un petit peu, c'est correct, c'est tout à votre honneur. C'est ma première visite, peut-être qu'il y en aura d'autres. Ah, c'est bon ça, il pense à long terme. Pascal Girard, le quotidien Progrès Dimanche. Oui, bonjour, M. Lavoie. Vous venez de parler d'une excellente collaboration avec Promotion Saguenay et Saguenay. Dès le début du projet des croisières à la baie, était toujours lancé l'idée, le rêve d'amener ces touristes-là au zoo. En 10 ans, je pense pas qu'on a réussi à rapetisser la région. Il y avait un projet de train à un certain moment donné qui a été lancé dont on n'a jamais entendu parler. Est-ce que ce rêve-là d'attirer les croisiéristes, finalement, c'est un rêve qu'on se rend compte qui est très difficile à atteindre, dans le fond, qui ne s'est pas concrétisé? Bien, je vous dirais que c'est un rêve c'est une clientèle qui serait extrêmement intéressante. Bien entendu, on continue à travailler sur ce volet-là. Puisque vous savez, moi aussi, j'aimerais bien ça qu'on ait un métro entre Saguenay et Saint-Félicien pour amener la clientèle, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Donc, on va regarder différentes avenues. On explore différentes avenues actuellement, puis peut-être qu'un jour, on aura ça peut être quoi, comme dire, il y avait le train, il y avait... Il y a l'hélicoptère. L'automne dernier, on a tenté de vendre sur le quai des forfaits avec un hélico, avec un hydravion. On n'a pas trouvé preneur, mais il n'est pas dit que ça ne fonctionnera pas jamais. La volonté de Promotion Saguenay, elle est là. Elle est sincère. On est conscient, mais il y a la distance. Et d'arriver au zoo, on doit se rendre, on doit se déplacer, aller vers le train. On n'entre pas dans un centre d'achat, alors on a encore un peu de temps à prévoir pour se rendre aux activités. Donc, les problèmes qui existaient il y a 10 ans existent encore, il n'y a rien qui a été résolu, là? Les routes sont toujours présentes. Marc Saint-Hilaire? J'aimerais savoir dans quelle mesure vous voulez augmenter l'achalandage l'hiver. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec le zoo l'hiver versus le zoo l'été, parce qu'on connaît bien le zoo l'été, puis c'était peut-être un petit peu moins connu l'offre touristique au niveau de l'hiver. Et aussi, j'aimerais savoir dans quelle mesure vous voulez approcher les commissions scolaires pour susciter un nouvel engouement de la part de cette clientèle-là, parce qu'on sent que effectivement ça baisse au niveau de la commission scolaire. Au niveau des enfants, je dirais que les sorties maintenant sont beaucoup hors région. Alors, si les gens ne viennent plus chez nous, les gens ne vont pas à Val-Jalbert non plus, ne vont pas visiter d'autres sites. Alors, ce qu'on veut, c'est les ramener. Et on a effectué une offensive au cours des derniers mois. On a une personne qui a fait la tournée des écoles, qui est allée valider les besoins. Mais encore là, il y a tellement d'attraits. Et je vous dirais que le coût du transport entre Saguenay et Saint-Félicien, pour un groupe de 4e année, de 3e année, de primaire, c'est environ 500 $. Donc, les écoles ont de moins en moins de sous. C'est un petit peu plus difficile, mais j'aurais aimé qui était chez nous hier ou avant-hier, les gens de ma TV, là, je pense qu'ils ont côtoyé beaucoup d'enfants. On a vu des belles journées. Mais je vois que les jeunes, ils vont beaucoup à Québec. Ils vont beaucoup à... Je pense au mien, par exemple. Bon, le coût du transport est le même aller à Québec ou aller vers Saint-Félicien. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là? Il y a des efforts, mais aussi une sensibilisation par rapport aux enseignants, par rapport aux directions. Alors, si ces gens-là veulent que les produits de notre région continuent d'être là, de vivre et d'être rentables, bien, il faut mettre de l'essence. Il faut nous encourager. Il faut faire des choix parfois régionaux pour signifier aussi aux produits touristiques de la région qu'ils ont leur place, qui sont importants. Et pour l'hiver? L'hiver, ça fera partie encore des stratégies du premier chantier, mais avec l'habitat des ours blancs, moi, je vous dirais qu'on va devenir probablement un incontournable dans la région, c'est clair, mais au Québec également. À quel point ça vous fait mal, justement, la popularité grandissante du zoo de Falardeau, dont on n'entendait pas parler nécessairement tant que ça, il y a justement 4-5 ans,
qui a un prix plus bas, qui est plus près de Saguenay, etc. C'est quand même des facteurs qui peuvent jouer, j'imagine, là, dans tout ce que vous dites, que c'est difficile d'amener les gens là-bas. À quel point vous sentez que ça fait mal, dans le fond, à l'achalandage du zoo sauvage? Je ne sais pas si mal est le bon mot. C'est clair qu'on ne peut pas empêcher des petites familles d'aller faire une petite tournée d'1h30, 2 heures là-bas. Cependant, nous, on croit en notre produit, on croit en l'expérience, on croit en ce qu'on présente, on y croit énormément. Et est-ce qu'il y a un comparable? Mais est-ce qu'il y a de la place pour que les deux vivent bien dans la région, les deux zoos? Ça, c'est une question qui est très, très, très difficile à répondre, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Oh, vous me faites des gros yeux. Non, je pense que, effectivement, c'est difficile de répondre à cette question-là. Vous savez, il y a déjà eu des études antérieurement qui ont été faites au niveau national en disant qu'il y avait peut-être un zoo de trop au Québec, où à l'époque, le zoo de Québec a été fermé. Maintenant, il y a quelque chose d'autre dans la région. Et comme disait Mme Gagnon tantôt, vous savez, les petites familles qui ont juste 2 heures et qui sont près de Saguenay, bien, effectivement, ça peut être intéressant d'aller là. Mais nous, quand les gens viennent chez nous pour la journée. Donc, c'est un produit extrêmement différent, puis on va continuer de miser là-dessus. Pascal Girard. Madame Gagnon, vous avez parlé tout à l'heure de l'apport de Denis Lebel historique envers le zoo. La réforme de l'assurance-emploi, est-ce que, j'imagine... d'avoir la question. J'imagine qu'il y a des employés qui sont touchés parce que vous êtes quand même assez saisonnier. Est-ce que vous avez perdu des gens? Non. On Zéro. n'a aucune personne qui a subi des dommages par rapport à ça. Moi, je voudrais que pour un employeur, ça peut faciliter la gestion de la saisonnalité, notamment l'hiver. J'ai validé encore dernièrement. Nous, on permet aux gens de faire quelques heures pendant l'hiver parce qu'on est ouvert pendant le zoo l'hiver. Les animaux, 7 jours sur 7, presque 24 sur 24. On a des activités de cinéma commercial en soirée. Le zoo l'hiver, les week-ends, on peut avoir des activités spéciales. Alors, il y a beaucoup de saisonniers qui peuvent arriver à faire quelques heures par semaine et ne pas subir de problèmes là, par rapport à la réforme. Donc, il y avait beaucoup plus de part. Il n'y a personne qui a quitté, tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Un forfait 2 zoos, ça se fait-tu? Ça pourrait-tu exister, un forfait 2 zoos? Venez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'avais fin de semaine. J'avais cru entendre 2 zoos, mais c'est 2 zoos. 2 zoos, ça se ferait-tu? Un forfait régional de fin de semaine? En autant qu'on partage les mêmes valeurs, Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Ben moi, je ne l'ai pas visité, l'autre organisation. Ce que je vois, je le vois dans les journaux, je l'entends. Je ne l'ai pas visité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre grande préoccupation qu'on a, c'est par rapport à nos travailleurs, par rapport à nos animaux, à leur bien-être, à leur santé. On met énormément d'efforts là-dessus. Il y a beaucoup de choses aux zoos qui ne paraissent pas. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Mais on a un médecin vétérinaire à temps plein, on a des techniciennes qui travaillent à temps plein pour la santé et le bien-être des animaux. Ça, c'est là-dessus où on met énormément d'énergie. Nos gardiens animaliers, c'est un peu nos infirmières et nos infirmiers. Il y a toute une structure, il y a une logique, il y a des rapports qui sont remplis. Vous savez, gérer un zoo, c'est spécifique, c'est particulier, c'est complexe. Nous, on le fait depuis 54 ans. Et à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. À chaque jour, on doit apprendre des nouvelles choses. Là, on est quand même très, très à l'aise avec toute l'expertise que notre personnel a développée. Je reviens à votre question. Monsieur Lavoie, vous, est-ce que vous l'avez visité, le zoo de... Non plus, je ne l'ai pas visité, mais effectivement, au zoo sauvage de Saint-Félicien, nous avons des standards très élevés qui sont reconnus mondialement. D'ailleurs, l'exemple qu'on nous a démontré tantôt avec l'habitat des tigres, effectivement, qui va être présenté à l'ensemble des zoos du Canada. Donc, nos standards sont élevés. On va continuer dans cette voie-là. Mais, M. Lavoie, M. Girard, si l'autre organisation est membre de la ZAC, ça pourrait être à regarder. Il faut partager les mêmes standards. Et au Canada, il y a seulement 26 zoos qui sont accrédités. On pense que c'est une accréditation qui est facile, qui est un peu comme avoir un permis de pêche ou un permis de conduire, mais c'est pas ça, là. C'est beaucoup plus complexe, des standards, des inspections. Il
faut livrer la marchandise. Mais on sait maintenant, et vous l'avez certainement vu dans vos sondages et les consultations que vous avez faites, que les gens recherchent vraiment une expérience. Ils veulent une expérience quand ils font du tourisme. On voit que c'est ça que vous voulez leur offrir, une expérience globale, familiale. C'est certain, j'imagine, quand vous voyez qu'on peut aller aux eaux de Falardeau, toucher des petits tigres, vous proposez des tigres aussi, mais vous voyez qu'il y a là quelque chose qui offre que vous ne pouvez pas... Mais qu'on ne veut pas offrir. On ne veut pas offrir. Nous, on ne veut pas offrir. Nous, l'animal est dans son milieu, il est dans son élément naturel. On respecte l'animal. Si on doit faire une intervention, on va devoir lui toucher, mais autant que possible, on va toucher les animaux domestiques. Par exemple, Gobi, notre chameau. C'est clair que Gobi est entraîné, il va faire des sorties tous les jours, c'est une bête extraordinaire. Mais sinon, notre concept, les animaux domestiques, la ferme, etc., mais notre concept, ce n'est pas dans nos façons de faire, je dirais. Les autres peuvent le faire, on n'a pas de problème, mais nous, chez nous, on ne se permet pas ça, autant pour l'animal que pour la personne qui est devant l'animal. Mais on le sent, là, en tout cas, quand on vous parle un peu du zoo de Falardeau, il y a quand même un petit malaise. Est-ce que c'est une question un peu tabou ou épineuse? Nous, à l'interne, on n'a pas de problème. Puis on est dans des perceptions tout le temps. Là, on voit l'achalandage, on se dit... Et j'ai amené là, des statistiques. Là. La clientèle régionale, elle est en mouvement. Elle est constamment en mouvement. L'industrie touristique, elle est en courbe. Ceux qui gèrent des entreprises vont... C'est une courbe. On monte, on baisse, on remonte, on rebaisse. Et j'y travaille depuis 30 ans. Je peux vous confirmer que c'est exactement ça. Ceux qui montent redescendent et ceux qui descendent remontent. Je voudrais tantôt, Madame la Présidente, quand vous m'avez dit, vous me regardez avec un certain air sérieux, je peux vous assurer que effectivement, j'ai aucune animosité envers Falardeau, bien entendu. Mais c'est juste parce que j'ai les yeux noirs. Ah! Bon. Oh, mon Dieu. Une première de M. Lavoie au cercle. Monsieur Boivin, allez-y. Oui, j'aurais voulu vous entretenir que vous nous entreteniez. Vous avez accueilli une équipe de cinéastes français, je crois, il y a quelques années, qui a fait un film sur un castor, là, qui est devenu... Ici, ça a été peu connu, mais ça a sorti beaucoup en Europe, je crois. Est-ce que ça a eu des incidences importantes sur l'achalandage ou tout ça, ce film-là? Le film Le Castor? Oui, c'était un castor ou... Ça avait été tourné à Saint-Félicien. Avec la voix de Benoît Brière? Oui. C'est ça? Ben oui, ça a eu... ça a eu une incidence, surtout pendant la durée du tournage, avant, pendant et après, le lancement. La première mondiale qui a été faite chez nous, avec en vedette un castor. Ben oui. Il y a beaucoup, d'ailleurs, d'émissions qui vont venir chez nous pour faire des reportages. On offre aussi un service de prise d'image. Allez vous chercher un caribou, un orignal en nature, ça peut être long. Alors, chez nous, c'est plus facile. Ça sont tous des activités qui apportent une petite source de revenus qui sont intéressantes pour nous. Benoît. Je vais revenir dernière fois promis en ce qui me concerne sur le zoo de Falardeau, Mme Gagnon. Est-ce qu'on vous méprend parfois pour le zoo de Falardeau? Puis ça, est-ce que ça fait partie de vos craintes? Parce qu'on comprend que vous avez des valeurs fondamentalement opposées. Est-ce que, puis il y a plusieurs personnes qui associent parfois le zoo de Saint-Félicien au zoo de Falardeau. Est-ce qu'on vous en parle de ça? Parce que c'est une de vos craintes, ça. Présentement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que c'est arrivé à d'autres personnes, de nos travailleurs, de nos entourages, des membres du conseil? Ou de comparer les prix, mais monsieur le maire était... Les prix, là, c'est... Tout se compare. Hein? La restauration, l'hôtellerie, le vêtement, l'ordinateur, tout se compare dans les prix. Nous, le prix qu'on charge à la billetterie, ce qu'on sait, c'est que le client en a pour son argent. Et avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait? On va soigner nos animaux, on va les nourrir, on va les traiter, on va payer nos salariés, on va leur offrir des conditions de travail intéressantes, puis on va avoir des travailleurs qui vont être heureux au travail. C'est ce qu'on fait avec le billet de 42 $ à l'entrée. Mais pour les gens de la région, achetez le passeport. C'est la solution. Le passeport familial est à 120 $. Les gens reviennent autant de fois qu'ils veulent. Vous achetez un familial pour une journée, c'est 125 $. Et vous contribuez à mettre un petit peu de gasoline là, dans la locomotive. Si vous permettez, Mme Gagnon, M. Potvin, lui, se disait qu'il y avait une méprise incroyable, particulièrement lorsque les bébés tigres sont venus au monde avec la médiatisation au niveau de Falardeau. Il disait que les gens lui parlaient de naissance au zoo de Saint-Félicien. Peut-être que M. le maire sort plus que nous. Peut-être qu'il y a plus de sorties publiques qu'on en a. Mais c'est pas impossible ce que vous dites.
Mais moi, personnellement, je n'en ai pas eu, mais ce n'est pas impossible. Si, par exemple, un Européen traverse le parc des Laurentides, puis il pense se diriger aux autres Saint-Féliciens, il a vu une photo d'un ours noir au bord d'un lac, puis il se rend à Falardeau, ben là, il va peut-être se rendre compte qu'il n'est pas au bon endroit. Merci. Mais est-ce qu'on peut... vous allez me trouver tannante. Mais est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, justement, il y aura peut-être les gens du zoo de Saint-Félicien qui visiteront le zoo de Falardeau, les gens du zoo de Falardeau qui iront au zoo de Saint-Félicien et qui feront une offre régionale parce que les deux ont l'air d'être là pour durer et perdurer dans le temps? Peut-être. Puis nous, quand on visite un zoo, on veut voir les installations. On veut voir l'arrière. On veut voir... C'est bête ce que je vais vous dire, mais on veut voir les congélateurs. On veut voir qu'est-ce que les animaux mangent, comment on les nourrit. On veut voir la pharmacie, le vétérinaire, la salle de chirurgie. Nous, quand on visite un zoo, c'est ça qu'on veut voir. Puis quand on va voir des zoos ailleurs à travers le monde, ailleurs, partout, c'est la première chose qu'on va demander, c'est une visite spéciale, mais de coulisses. On veut voir comment il est géré, ce zoo-là, comment les animaux sont traités. Et donc... Finissez votre pensée. Je reçois l'invitation. Je reçois la suggestion. OK, très bien. Pascal Girard. Petite question facile. Votre plus beau moment dans la dernière année, c'est quoi? Le plus beau moment de la dernière année... Soit des clients qui sont venus vous voir, des enfants, ou c'est quoi le moment qui vous a rendu plus heureuse de directrice générale d'un zoo dans la dernière année? Attendez, il y en a beaucoup, parce que chaque fois où on a des naissances... je vous dirais que j'ai eu un petit coup de cœur avant hier. J'ai le directeur des collections vivantes, il est arrivé à côté de moi avec son iPhone. Il se dit, regarde notre dernier bébé, c'est un bébé lynx. Il était magnifique, il était tellement beau et il n'était pas encore disponible au public. Mais des petits coups de cœur comme ça, on en a énormément. Quand on reçoit des commentaires aussi, quand les gens prennent le temps de nous écrire des courriels, alors ça c'est intéressant. Mais je vous dirais que la naissance d'animaux, pour nous, c'est... Et là, on se garde une petite gêne, hein, parce qu'on a d'autres naissances qui s'en viennent qu'on va vous présenter. Les bébés castors, nos bébés castors. Vous le faites souvent, de vous promener dans le zoo juste pour voir comment les gens... C'est clair. Moi, je vais faire le train de façon incognito. On entend. Les petits bébés castors qui sont nés dernièrement, c'était mignon à voir. Notre biologiste, Christine Gagnon, a pu capter en images la naissance, le papa qui apportait des branches, qui apportait de la terre pour sécuriser tout ça. Et nous, on est de l'autre côté de la fenêtre, on assiste à ça. Ce sont des moments uniques, puis on se sent privilégié. Et tous les travailleurs, chaque matin, quand ils vont mettre leur carte dans le poinçon, ils sont contents de le faire. Encore hier, j'allais voir ces magnifiques castors-là. Et vous savez, ils n'ont pas commencé encore à l'allô. Hein? On les voit très bien, mais bientôt, ils vont vous voir à l'allô. Et c'est effectivement, les naissances, ça, c'est ce que de plus merveilleux à mes yeux. Est-ce qu'il y a eu une réflexion par rapport au mélange des genres? Je veux dire, déborder de la vocation du zoo avec, par exemple, je sais pas, là, je lance des montagnes russes, quelque chose d'autre pour attirer une autre sorte de clientèle qui viendrait pour ça et pour le zoo à Saint-Félicien. Oui, la réflexion, là, et les gens avec qui on a travaillé, là, des gens avec une belle profondeur, on en a parlé longuement et on a décidé de continuer de faire ce que l'on fait bien. Là où on est les meilleurs, là où on a le moins de risque de se tromper. Des glissades d'eau, on va laisser ça aux autres. Si des gens qui veulent en faire, nous, ça va nous faire plaisir. Il n'y a pas de problème. Il y a des terrains en face qui sont disponibles d'ailleurs. Mais nous, ce qu'on fait, on le fait bien. Notre expertise, nos 54 années d'expertise, elles sont dans la gestion d'un jardin zoologique, la collection animale, le bien-être des animaux. C'est là-dedans qu'on excelle. Puis je dirais aussi de l'éducation, la vulgarisation. On a des commentaires écrits de la part de nos clients par rapport à nos jeunes guides interprètes qui sont talentueux, qui proviennent de partout dans le Québec. Et ça, c'est agréable. Et moi, je lis personnellement tous les commentaires. Ils sont déposés dans ma case. Je m'en fais un devoir de les lire. Là. C'est ce qui nous nourrit également. Mais il y a quand même, ajouter des jeux d'eau, tout ça. En bonifiant. Ce qu'on voulait éviter, exact. Ce qu'on voulait éviter, c'est que les petites familles se déplacent, par exemple, d'un point A à un point B et qu'il ne se passe rien. C'est long. On nous a dit de ne pas dénaturer notre produit. Vous savez, les deux firmes avec lesquelles on a travaillé, ceux qui ont travaillé avec le Cirque du Soleil et avec Moment Factory, effectivement, on avait un beau produit, ne dénaturez pas ce produit-là. Très bien. Pascal Girard?
La 175 qui a été complétée, est-ce que ça a eu l'impact de dire aux gens d'ailleurs au Québec, c'est facile de se rendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce que ça a plus eu l'impact du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean de se rendre compte que c'était plus facile de sortir de la région? Et qu'est-ce que vous pensez du fait que le 169 ne sera jamais bonifié, que dans le fond, le trajet sécuritaire passe par Saguenay? Bien, en fait, c'est clair que la route est accessible dans les deux sens. Et le problème de l'éloignement, il est bien au-delà de la 175. Oui, on a une route sécuritaire, mais le marché, la clientèle de masse, elle est à Montréal. Et ces gens-là, on doit les convaincre de ne pas bifurquer vers les États-Unis, mais de plutôt choisir une région. Et là, c'est un travail de positionnement régional là, qu'on fait d'ailleurs avec l'ATR, mais le défi, il est au-delà de ça. Est-ce que le message a assez passé? Parce que je me souviens, on a déroulé un tapis rouge à l'époque où on a passé un été dans les cônes. Et on a l'impression que depuis que la 175 a été terminée, j'ai pas vu de campagne provinciale pour dire aux gens de venir ici. On a peut-être manqué le bateau que la 175e l'an passé. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'est fait pour dire aux gens de Montréal, hey, la route est belle, venez. Mais les gens qui sont intéressés à aller dans une région vont aller vérifier cet aspect-là. Moi, je suis convaincue que si on est séduit par une activité, peu importe, une croisière sur le fjord, une visite dans le haut du lac, les gens vont aller vérifier, les gens vont aller... parce que maintenant, avec les outils technologiques, on a tout au bout des doigts. Et le petit parc? Le petit parc, je l'ai fait encore récemment. C'est sûr que la route à 4 voies, c'est super intéressant. Le petit parc, c'est un autre cachet. On arrive en nature, on a des petits sentiers plus sinueux. La sécurité, c'est la personne derrière le volant qui a fait la sécurité aussi. Mais idéalement, oui, on aimerait bien avoir une route à 4 voies. Mais de plus en plus également, dans le petit parc, vous savez, on place des clôtures de chaque côté. On allonge ça, puis il ne faut pas penser non plus qu'il y a seulement la 175. Il y a beaucoup de visiteurs qui prennent aussi la route 155, en passant par Trois-Rivières, La Tuque. Donc, cette voie-là aussi, elle est très belle et il faut aussi la mettre en valeur pour attirer la clientèle de la région montréalaise. C'est que nous, on ne voit plus les routes. On voit les routes comme des gens qui habitent dans la région et c'est une route. Mais quelqu'un d'extérieur qui n'a jamais utilisé ces routes-là, même s'il n'est pas à 4 voies, ils vont la trouver fantastique. Les gens avec qui on a travaillé, qui n'étaient pas souvent venus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on fait la 155 et c'est « wow ». On nous dit oui. Et on dit c'est un « wow », c'est extraordinaire comme route, c'est un entonnoir magnifique, ça débouche sur le lac. C'est extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va installer notre pylône géant à Chambord. Merci. En 54 ans, le zoo a changé considérablement. Bon, quand il y a eu le décès de M. Gagnon, ça nous a replongé justement dans les archives des débuts du zoo et de la vision, tout ça. Cette vision-là, elle perdure. En 54 ans, bon, on voit il y a des hauts et des bas au niveau de l'achalandage, mais le zoo, il est là pour rester. Il est là pour rester, puis je dirais que Danny Gagnon, qui est le fils de M. Gagnon, qui est notre directeur de développement, hier, on faisait des blagues, puis on lui disait, bon, Danny, tu vieillis, mais tu travailleras une journée par semaine, on va te garder longtemps. On poursuit toujours dans cette lignée-là. Et imaginez le fondateur du zoo, à la fin des années 60, l'innovation, l'aspect, la création du Parc des Sentiers de la Nature, c'était quelque chose de totalement irréaliste à l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore notre carte de visite, c'est encore ce qui nous permet de se démarquer, notamment des autres produits comme le nôtre, mais aussi à l'international. C'est un produit qui est fabuleux et on va lui redonner de l'amour. Ouais. Est-ce que la place du zoo, justement, comment est-ce que le zoo sauvage de Saint-Félicien se positionne par rapport à l'offre, là, disons, en Amérique du Nord? Récemment, nous avons vu des statistiques là, d'un top 10 là, des 10 plus beaux zoos du monde. Le zoo sauvage est le 7e sur 10. Alors, pour nous, ça parle beaucoup. C'est l'Express.fr qui a amené cette notion-là. Je pense qu'il faut miser là-dessus. Puis il faut croire en ce produit-là qui est exceptionnel. Puis il faut le consommer aussi. Il faut que les gens de la région continuent de venir nous visiter, qu'ils profitent de nos installations. Avec le Passeport, on peut passer plusieurs belles journées, l'été, l'automne, l'hiver, qui est magnifique. Alors, c'est ça. Et on s'en sert aussi dans notre campagne estivale, là, un des 10 plus beaux zoos du monde. Il ne faut pas gêner de le dire.
Et donc, là, beaucoup de pain sur la planche pour les 10 prochaines années. Vous enclenchez ça maintenant. Là, ça a été présenté hier aux employés et là, le travail commence. La première étape pour commencer le travail, c'est bien sûr les relevés d'arpentage. On va commencer avec cette base-là. Par la suite, on va bifurquer vers le financement. On a énormément de travail à faire au niveau des plans et devis, les tests de sol, les études environnementales, ceux qui font du développement le savent, il y a énormément de travail. Alors, on va s'attaquer à ça. On va prendre les dossiers un à la fois. Et puis, on a une grande confiance là, que les instances gouvernementales vont nous appuyer dans ce magnifique projet. Donc, effectivement, le vrai travail commence. Hein. Effectivement, c'est facile de faire des projets sur papier, mais de les réaliser, c'est là qu'il faut mettre la main à la pâte. Les bouchées doubles. Et donc, quand est-ce qu'on pourrait voir le fruit de tout ça, là, concrètement? Quand est-ce que ça idéalise... Bon, disons, dans vos idéaux, là, quand est-ce que ça commencerait à se mettre en place? Les premiers aménagements pourront être complétés pour la saison 2016. Si 2016-2017, dépendant de la nature des travaux que nous avons réalisés là, avant le début sur l'arpentage, sur la mise en place des plans. Donc, 2016-2017, on devrait commencer à avoir quelque chose de différent. Et là, on parle de quoi pour les c'est difficile, c'est très difficile parce que pas encore. Si par exemple, on veut ajouter des phoques, est-ce que les phoques seront disponibles? Le marché des animaux, c'est un marché qui est international, qui est complexe. Donc, souvent, tout est en fonction de la disponibilité des espèces et aussi de l'avancement des projets par rapport aux autorisations. On est sur une île, on est sur une rivière, on est au bord de l'eau. Donc, à chaque fois où on fait un pas, on doit se conformer à des règles environnementales. Mais dès l'automne également, on va commencer à travailler sur les chantiers 1 et les chantiers 2. Vous savez, c'est des chantiers qui sont quand même moins apparents sur le marketing, les services à la clientèle. Mais nous allons débuter ces travaux-là immédiatement, donc, parce qu'on n'a pas besoin effectivement de financement particulier pour ces aspects-là. Une petite dernière rapide, il nous reste 1 minute et 15 à peu près. Est-ce que le zoo est condamné à vivre de subventions? Condamné, c'est pas le bon mot. On s'autofinance. Pour nos opérations, on n'a pas de problème. Alors, on arrive avec nos billets d'entrée, à payer nos frais d'opération. C'est pour le développement, les subventions. Mais pour le développement, c'est toujours que c'est plus fragile. Et le jour où on aura réalisé ce plan-là, on aura un air d'aller. Et à ce moment-là, ça sera... Puis je vous dirais que faites le tour au Québec des organisations qui sont dans des nombres de visiteurs similaires aux nôtres. Ils ont tous besoin de subventions. Rares sont les organisations OBNL comme la nôtre qui réussissent à 100% s'autofinancer. Vous savez, nous sommes partie du réseau muséal. Rares sont les institutions muséales qui s'autofinancent à 100%. Alors, s'autofinancer, se développer de façon très autonome, c'est plutôt rare. Et ensuite, donc, il y aura les retombées régionales qui s'en suivront, donc, grâce à ces investissements-là. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça faisait plaisir, après 4 ans, de vous retrouver et vous de vous retrouver pour la première fois. Alors, c'est un rendez-vous peut-être pour l'automne prochain, si je comprends bien. Probablement l'automne. C'est en train de dire qu'on va ouvrir le sac de presse. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci tout le monde.